Tout travailleur en Côte d'Ivoire a désormais droit à un salaire mensuel minimum de 60 000 francs CFA. Décision du Conseil des ministres qui a adopté un décret hier. La synthèse de ce conseil dans votre journal. Logements sociaux, le ministre de la Construction appelle les populations de la région du Go à adhérer au programme. C'était à l'occasion du lancement des travaux des logements sociaux et c'était à Gagnoua. Produits de grande consommation, rumeurs sur du sucre intoxiqué sur le marché ivoirien. Le ministère du Commerce en alerte. Il dément cette information et rassure les populations. Vous allez le voir dans quelques instants. Aujourd'hui, jeudi 21 novembre, bienvenue à tous dans le 13h. Commençons déjà par cette bonne nouvelle pour les travailleurs. Le gouvernement ivoirien fait passer le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Le Conseil des ministres satisfait une revendication vieille de 6 ans. La synthèse de ce conseil avec Jérôme Kofi Aboulin. Pour une bonne nouvelle, c'en est une, la promesse du chef de l'État pour l'année qui s'annonce avec la révalorisation salariale. Le SMIC, salaire minimum garanti, passe désormais de 36 000 environ à 60 000. Décision rendue publique par le Conseil des ministres tenu ce mercredi 20 novembre 2013 au palais présidentiel. De 36 607 francs CFA à 60 000, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Cette décision est l'aboutissement de discussions engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux depuis 2007. Cette mesure, naturellement, était attendue par les populations et vient soulager donc les travailleurs qui n'ont que trop souffert donc de la hausse des prix. Son application donc contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie donc de nos populations. Cette décision va rentrer en vigueur, évidemment, dès son adoption. Et elle permettra effectivement aussi, dans le cadre de la réflexion qui est menée sur instruction du président de la République, de mener donc une réflexion pour la prise en compte des couches de population défavorisées. Ce Conseil des ministres a également donné lieu à une projection à l'attention des membres du gouvernement et du président de la République, Alassane Ouattara. Une projection relative à un certain nombre de réalisations à Abidjan, principalement dans la commune du Plateau, centre de décision par excellence. Il s'agit notamment de la construction de résidences des hôtes du chef de l'État, de l'extension de la primature, de la réhabilitation de l'immeuble La Pyramide et sur le plan environnemental de la dépollution de la baie de Cocody. Le SMIC passe du simple donc au double. Cette mesure vient soulager les travailleurs, décision qui s'inscrit dans le cadre de la volonté affichée du chef de l'État ivoirien d'augmenter le salaire des fonctionnaires en 2014. Le rapport relatif au Forum des investisseurs de la diaspora remis au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce forum, il faut le signaler, a été organisé en juin dernier à Paris, capitale française. Les détails avec Hervé Blé. C'est en juin dernier que s'est déroulé à Paris le premier forum Diaspora for Growth avec satisfaction. Nous avons mobilisé au total 9 milliards, un peu plus de 9 milliards d'intentions d'investissement dans différents domaines. Donc il fallait aujourd'hui remettre les actes au Premier ministre et faire un certain nombre de recommandations. Dans les propositions faites et qui figurent dans le document remis au Premier ministre, la création d'un fonds de garantie pour l'investissement privé et la mise en place d'un cadre institutionnel pour mieux connaître la diaspora ivoirienne. Dernière proposition qui devrait déboucher sur la mise en place d'un conseil supérieur des Ivoiriens de l'extérieur. Dans le document reçu par le Premier ministre figurent également les prochaines destinations du Forum Diaspora for Growth. Aux Amériques, nous avons pris 2 pôles. Nous avons pris donc le pôle Canada avec Montréal et le pôle États-Unis avec donc Washington. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième continent qui regroupe le maximum, de nos compatriotes. La détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour favoriser une participation plus accrue de la diaspora ivoirienne à l'effort de construction nationale n'a pas manqué d'être soulignée à l'occasion par le Premier ministre. Il faut donc trouver ensemble les mécanismes de capitalisation des énormes capacités de mobilisation économique, financière et humaine de la diaspora à travers un accompagnement institutionnel de l'État
qui leur est d'ores et déjà acquis. C'est en mai 2014 que le CPC et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur iront à la rencontre des 800 000 Ivoiriens des États-Unis et des 10 000 du Canada. Le président de l'Assemblée nationale, vous le savez, est en mission en Chine. Guillaume Soro a eu une série de rencontres avec les autorités chinoises et des chefs d'entreprise qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Le reportage de notre envoyé spécial en Chine, Hamza Diaby. En visite officielle en République populaire de Chine depuis 3 jours aujourd'hui, Soro Guillaume a un agenda chargé. Entre séances de travail, visites d'entreprises chinoises de référence et visites de sites touristiques, le président du Parlement de Côte d'Ivoire trouve toujours du temps à accorder aux hommes d'affaires du pays hôte. Des hommes d'affaires qui accordent un réel intérêt à la destination Côte d'Ivoire. Il m'a donné beaucoup de conseils très utiles. Par exemple, de nous encourager, d'augmenter des emplois, d'augmenter l'employé ivoirien. Nous sommes une société minière en Côte d'Ivoire. En plus, nous avons déjà construit une grande réussite et atteint une production très favorable. Nous pouvons élargir la production et puis résoudre plus ou moins le problème du chômage. Tout comme la Chine, qui a su se hisser au rang de 2e puissance économique mondiale, la Côte d'Ivoire se relèvera certainement de sa chute pour rebondir et repartir à la conquête du développement. Et pour y arriver, l'apport des investisseurs étrangers compte pour beaucoup. Dans ce long marathon d'audiences accordées, les Ivoiriens étudiants de Chine ont également été reçus par le président de l'Assemblée nationale. Et après Soubré, le vendredi dernier, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est rendu à Gagnoa. Mamadou Sanogo a lancé le même jour le chantier de réalisation des logements sociaux. Il a donc appelé les cadres de la région du Go, encore hésitants à adhérer au programme de logements sociaux, devenu désormais une réalité. Léon Brou pour plus de détails. Déjà 3 villas, témoin de ce que sera dans un an environ cet espace de 16 hectares à Babré dans la commune de Gagnoa. Une cité moderne de 365 logements socio-économiques, toutes des maisons de 2 à 4 pièces. Seules évolutives, les maisons de 4 pièces sont réalisées selon une technologie espagnole qui leur vaut l'appellation préfabriqué espagnol. Ce sont des coffrages que nous faisons. Nous tissons des fers et au milieu donc de ce coffrage, nous versons le béton. Une fois décoffré, le mur est fait. Et donc en une semaine, on peut couvrir le bâtiment. Et il n'y a pas de crépissage à faire parce que le corps du bâtiment est déjà très lisse et on met directement la peinture. Le maître d'œuvre des logements sociaux, le ministre de la Construction se félicite des maisons témoins. Elles respectent les normes et constituent pour Mamadou Sanogo la preuve que le programme du chef de l'État pour offrir un toit à chaque citoyen est bien plus désormais une réalité. C'est le lieu pour moi de lancer un appel à tous nos frères qui sont originaires de Gagnoa, qu'ils soient ici en Côte d'Ivoire, qu'ils soient dans la diaspora, pour venir massivement, continuer les présouscriptions et maintenant donc espérer avoir leur maison, parce que c'est une réalité. Selon qu'il choisit une maison de 2, 3 ou 4 pièces, le souscripteur aux logements sociaux de Gagnoa paye entre 5 et 10 millions de francs CFA, soit la moitié du prix du même logement dans le cadre d'une promotion immobilière ordinaire. C'est que les efforts du gouvernement en ce qui concerne ces logements sociaux représentent au moins la moitié du coût de ces bâtisses. Et au Sénégal, le gouvernement a décidé de se pencher sur les prix du logement. Il s'agit d'analyser les conditions d'une baisse du loyer dans le pays. Une commission a été mise en place à cet effet. Elle doit rendre les conclusions de ses travaux dans 3 mois pour empêcher d'éventuelles spéculations. Pendant cette période, il a été décidé du gel du prix du logement. Grand Zatri, dans le département de Soubré, est en train d'amorcer son développement. Artisan de ce renouveau, le conseil municipal qui a présenté les grands chantiers en cours d'exécution. Et c'était à la faveur de la rentrée solennelle du conseil municipal de Grand Zatri. Les précisions de Jonas Toubé. Un premier conseil municipal qui donne le temps de l'engagement du maire de Grand Zatri.
Les réalisations entreprises depuis l'élection de Naounou Yabaloui ont été présentées à l'ensemble des conseillers et aux membres de la municipalité. Ce sont un centre de santé, 2 salles de classe construites dans la commune et des infrastructures identiques dans les villages du territoire communal. Ces infrastructures, qui constituent les chantiers prioritaires du maire de Grand Zatri, intègrent un vaste programme de renaissance qui comprend aussi le reprofilage des rues de la cité, la construction de caniveaux et d'allos pour l'assainissement de la ville. Les populations ont été invitées à adhérer à la vision de la nouvelle équipe municipale. Le secrétaire général de la préfecture de Soubré, Bonaventure Thieboué, auteur de cette invitation, ajoute que Grand Zatri, ville à l'allure encore villageoise, a besoin de la solidarité et de l'union de tous ses fils pour le développement et le progrès de leur cité. Le maire de Grand Zatri et le conseil municipal se proposent également d'améliorer les conditions de travail des agents, pourvoir les bureaux en mobilier et matériel informatique, se doter également d'un véhicule de liaison et dans un futur proche, réhabiliter l'hôtel de ville et le foyer polyvalent. Grand Zatri est commune de plein exercice depuis décembre 1996, mais peine encore à amorcer son décollage. Bono, cité agricole, veut tourner la page de son triste passé pour se consacrer au développement. Pour y parvenir, le maire appelle à la cohésion et à la paix pour construire une cité moderne où il fait bon vivre. Kwadjo Kwame pour plus de détails. Bono, la cité du vivrier. Bono est située sur la nationale A6, à 52 km de Daloa et à 28 de Boisfli. Bono est peuplé de plus de 111 000 habitants composés d'autochtones, d'allochtones et de ressortissants de la CEDEAO. Terroir aux énormes potentialités, surtout agricoles, Bono veut tourner les récentes pages d'un passé douloureux pour se consacrer au développement, objectif que s'est assigné l'actuelle équipe municipale. Joignant l'acte à la parole, une école de 3 classes est en train de sortir des terres à Petit-Zuenoula. Des tricycles pour le ramassage des ordures ménagères, l'achèvement de 4 salles de classe au lycée moderne, l'ouverture de plusieurs voies et l'extension du réseau électrique. Le maire de la commune de Bono invite donc ses administrés à l'union et à la concorde pour l'édification de la cité commune afin de répondre aux aspirations des habitants de la localité. D'abord, c'est les idées. Il faut être convaincu de ce qu'on veut faire et chercher les moyens. La priorité, c'est d'abord la propriété de la ville. C'est la réconciliation de ceux qui font la commune de Bono. On oublie nos intérêts personnels. On met les intérêts de la communauté en place et on vient ici servir nos parents. Trazier Biguesson veut également instaurer à Bono un climat de paix et de convivialité favorable au développement afin de faire de cette ville une localité où il fait bon vivre. Le budget de la commune est de 176 millions, dont 81 pour le fonctionnement. Un centre de santé intégré et un château d'eau d'une valeur de plus de 130 millions de francs CFA ont été inaugurés à Awakro, village situé à 145 km d'Abidjan dans le département de Tahabo. Parrain de la cérémonie, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi. Les populations de Awakro dans le département de Tahabo ont désormais de l'eau courante et un centre de santé intégré. Ces 2 infrastructures, d'un coût de 130 millions de francs, ont été inaugurées le week-end dernier dans le dit village, au grand bonheur des populations. Le ministre s'est approché de nous, nous l'avons vu et il nous a rendus heureux. Nous partageons notre joie avec tout le monde. Nous disons merci à l'administration en général, à notre préfet en particulier, notre sous-préfet aussi. Parrain de la manifestation, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, il s'est impliqué personnellement dans la réalisation du château d'eau. Un geste fort de portée sociale que le ministre entend étendre sur l'étendue du territoire national. Les représentants du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, du conseil régional de l'Agnébitiassa, dont dépend Tahabo,
ainsi que le préfet et le député du département se sont réjouis de ces réalisations socio-économiques au bénéfice des populations. Le château d'eau et le centre de santé intégré acquis, l'achèvement du logement de la sage-femme, l'extension du réseau électrique à tout le village et le reprofilage des pistes villageoises restent les priorités des populations de Awako. Dans le domaine de l'agriculture, l'Union des coopératives agricoles de San Pedro a organisé la 5e édition de la Journée de la femme de la filière cacao, cette année à Tuy, dans la sous-préfecture de Gabiadji. L'Union, qui produit en moyenne 10 000 tonnes de cacao lent, a reçu les encouragements de la direction du Conseil Café Cacao et des autorités administratives de San Pedro. Commentaire Abou Sanogo. Elles sont 1500 femmes regroupées au sein de l'Union des coopératives agricoles de San Pedro qui travaillent aux côtés de leurs époux dans les plantations cacaoyères. Pour mieux asseoir leur stratégie de femmes de la filière cacao et diversifier leurs activités, un programme spécial dit Programme Femmes a été créé au sein de leur coopérative. À ce jour, les retombées de ce programme sont palpables. Le préfet de région de San Pedro, Koulibaly Ousmane, a au nom du chef de l'État félicité et encouragé la coopérative pour ses performances et ses réalisations au profit des populations. Le Conseil du Café Cacao, à travers son directeur général, a salué la bonne santé de l'Union des coopératives qui mobilise en moyenne 10 000 tonnes de cacao chaque année. On ne peut qu'exprimer une grande joie de voir que les femmes ont compris que c'est par le travail et le travail simplement qu'elles vont pouvoir être autonomes financièrement. Vous avez vu tout ce que ces braves femmes-là font. Le riz paddy, le manioc, le palmier à huile. Bref, elles sont vraiment à la base du développement. On nous parlait de l'importance de la femme pour la cacaoculture durable. Mais je disais tantôt qu'elles sont même le maillon essentiel du monde agricole. En fin de cérémonie, des dons et des distinctions ont été faits aux producteurs par la marraine et l'ambassadeur des femmes pour le développement, le producteur Kwame Bernard. Les femmes des sous-préfectures de Languibonou, Diabo et Botro, dans le département de Botro, se tournent vers l'agriculture, mais leurs activités sont confrontées à des difficultés liées à l'organisation, à l'encadrement et au financement. Commentaire, Charles Tato. La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur. Cet adage, les femmes du département de Botro l'ont bien compris. Depuis 10 ans, plus de 1500 femmes des sous-préfectures de Botro, de Languibonou et de Diabo, regroupés au sein de l'ONG Yebouekoum, ont décidé de se lancer dans les activités agricoles. Objectif, contribuer à l'autosuffisance alimentaire, mais surtout lutter contre la pauvreté dans leur milieu. Plusieurs parcelles de riz, d'igname, de manioc et de cultures maraîchères sont à l'actif de ces femmes. Les productions de ces champs sont mises à la disposition des autres membres de l'organisation évoluant dans le domaine commercial. De nombreuses difficultés entravent la volonté de ces femmes quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous avons vraiment bel et bien repris, mais c'est le magasin de stockage qui était à notre disposition, nous n'en avons plus. Donc vraiment, ce n'est pas facile de regrouper les produits. Donc nous sommes obligés de vendre les produits à vil prix. Outre la mévente et l'écoulement difficile de leur production, les membres de cette ONG souhaitent que des bonnes volontés de leur localité leur cèdent des terres cultivables afin d'augmenter leur production. Les membres de l'ONG Yebouekoum ont rendu hommage à la première dame, Mme Dominique Ouattara, pour avoir octroyé un fonds d'aide aux femmes ivoiriennes. Elle souhaite également bénéficier du chef de l'État un appui technique et financier pour rendre plus performantes leurs structures agricoles. Après l'opération de déguerpissement de la forêt classée de Niégré dans le département de Sassandra, le gouvernement va procéder au déguerpissement des populations des forêts classées des localités de Guitry, Fresco et Grand Laou. Pour cela, les populations ont eu une séance de travail avec les responsables de la SODEFOR, nous dit Thérèse Tapéoboué. Des opérations de déguerpissement seront bientôt menées dans les forêts classées de Dogoudou, Port-Gautier et Gobodienou, dans les régions de Guitry, Fresco et Grand Laou. Ces opérations font suite à celles initiées dans la forêt classée de Niégré, dans le département de Sassandra. Pour le bon déroulement de l'opération, les responsables de la SODEFOR ont rencontré les populations de ces localités
Ils ont invité ceux qui sont installés illégalement dans ces forêts classées de les libérer avant le début de l'opération de déguerpissement. Le constat est qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, la Côte d'Ivoire risque de plus être un pays forestier. Il faut bien qu'on comprenne cela. Si la Côte d'Ivoire n'est plus un pays forestier, ça veut dire qu'on n'a plus les conditions de continuer à produire les cultures durantes. Si à Fresco et Grand Laou, les populations reconnaissent leur illégalité dans les forêts classées de Port-Goutier et de Gobodienou, par contre, celle de Guitry affirme que la forêt de Dogoudou est déclassée et ne se sentent pas concernés par cette opération de déguerpissement. Pour l'heure, les responsables de l'assaut de fort affirment que l'opération de déguerpissement des forêts classées de Côte d'Ivoire va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. C'est une décision du gouvernement ivoirien. Depuis hier, des messages circulent faisant état de l'approvisionnement du marché ivoirien de sucre intoxiqué. Nos équipes ont rencontré le ministère en charge du commerce qui demande l'information et qui rassure les populations dans ce reportage de Kwasi Mamadou. Angoisse, peur et inquiétude chez les consommateurs ivoiriens depuis ce mercredi 20 novembre 2013. Des messages téléphoniques faisant état de l'approvisionnement du marché ivoirien d'un sucre intoxiqué. La quantité estimée à 50 tonnes serait en provenance du Bénin. J'étais dans l'école de mes enfants ce matin-là et la sous-directrice m'a dit de faire très attention qu'il y a un sucre qui est arrivé du Bénin, que c'est un sucre empoisonné. Donc si on veut payer le sucre, on n'a qu'à le payer dans les grandes surfaces. Et moi je lui ai dit, il n'y a pas de garantie. J'ai eu très peur parce qu'on a des enfants à la maison qui utilisent le sucre. Donc depuis ce matin-là, je ne suis pas du tout tranquille. Toujours selon ce message, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida serait la source d'information et que cette information serait diffusée sur une chaîne de radio internationale, chose que la tutelle dément. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME se veut plus rassurant. Donc je peux vous assurer que jusqu'à ce jour, à l'heure dont je vous parle, les agents n'ont fait aucune observation particulière donc, à ce niveau-là. Le marché donc, est sous contrôle, les postes d'observation sont en place. Les commerçants également affirment vendre du sucre de qualité, produit localement. Ces rumeurs sont la énième du genre, des choses qui troublent la quiétude des Ivoiriens, surtout après les graves crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Une page santé avec cette rencontre sur le paludisme qui se tient à Abidjan. 103 pays dont la Côte d'Ivoire participent aux travaux. Leur objectif, partager leur expérience sur la lutte contre le paludisme, éradiquer la maladie dans les États africains. Serge Kolia pour plus de détails. 103 pays réunis à Abidjan dans le cadre de la 25e réunion de l'organisation Rollback Malaria. Traduisez, faire reculer le paludisme. Objectif, harmoniser les stratégies de lutte contre le paludisme et coordonner leur mise en œuvre dans tous les pays. Nous avons 216 millions de cas de paludisme par an dans le monde. Et 80% se passent en Afrique au sud du Sahara. Quand vous prenez les décès, ça fait 660 000 décès par an et 90% se passent en Afrique et 91% de ceux-là sont des enfants de moins de 5 ans. Donc vous comprenez l'importance de la lutte contre le paludisme et parce que si nous investissons dans la lutte contre le paludisme, nous sauvons des vies humaines et aujourd'hui avec les instruments de lutte qui sont à notre disposition, aucun enfant ne doit mourir de paludisme parce que nous savons prévenir la maladie. Nous savons traiter. Les experts du Rollback Malaria vont surtout se pencher sur les difficultés d'ordre financier dans la lutte contre le paludisme. Le paludisme affecte la productivité dans le milieu professionnel et appauvrit les familles et ménages en Afrique. Il faut donc déployer tous les moyens pour faire reculer cette maladie. L'UNESCO célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la télévision, journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996. Son but, encourager les échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. Le reportage de Konate Moussadi par Amikanga. La télévision, moyen de communication de masse, évolue constamment avec son temps.
Devenue indispensable dans nos sociétés, la télévision joue un rôle capital quant à la diffusion de l'information et de la connaissance. Elle bénéficie d'une très forte audience, ce qui fait de la télévision un puissant outil de propagande. Reconnaissant l'influence croissante de la télévision dans le monde, l'UNESCO a consacré une journée de célébration à l'honneur de ce grand outil de communication chaque 21 novembre. Une décision prise en Assemblée générale des Nations unies en 1996. Occasion de marquer un point de réflexion sur ce média et aussi encourager les échanges mondiaux de programmes télé. La République démocratique du Congo célèbre la Journée mondiale de l'enfance, événement marqué par la formation des jeunes reporters de Kinshasa sur les droits des enfants, formation initiée par l'UNICEF. Regardez. Ils s'appellent Eunice, Jonathan, Joël. Ils sont congolais, ce sont des enfants reporters. Ils font partie de ces centaines d'enfants formés par l'UNICEF dans de nombreux pays africains. L'objectif, les aider à acquérir une connaissance de leurs droits et les initier à la production audiovisuelle pour mieux les défendre. J'ai voulu être enfant reporter pour connaître mes droits, vu que je ne les connaissais pas tous, et aussi les faire à ce que les autres enfants puissent aussi connaître leurs droits. Nous allons descendre sur le terrain, voir les problèmes et nous allons prendre des images si cela est nécessaire afin de bien mener notre plaidoyer. Aujourd'hui, ils sont invités à la télévision nationale à Kinshasa pour une émission consacrée à la Journée mondiale des droits de l'enfant. L'occasion de faire le point sur la situation des enfants en République démocratique du Congo. Il y a encore beaucoup d'enfants qui sont déplacés malheureusement. Il y a encore des enfants qui sont enrôlés dans les groupes armés, mais aujourd'hui, on a quand même un grand espoir et une opportunité. On espère que la tendance des dernières semaines va se concrétiser. On a de plus en plus d'enfants qui sortent de groupes armés et on espère que ça va aussi libérer des ressources nationales pour pouvoir investir sur les priorités qui sont les enfants. Face aux enfants, la représentante de l'UNICEF en RDC, la ministre congolaise de la famille, une représentante de l'ONU. Les questions fusent, les apprentis reporters font preuve de pertinence et interpellent sur les problèmes qui touchent les enfants. Mais surtout, ils attendent des réponses et des actions concrètes. L'UNICEF espère beaucoup de cette initiative. Pour elle, les enfants sont les meilleurs acteurs pour le respect de leurs droits. Et en image, la police française a interpellé hier soir le tireur soupçonné de plusieurs agressions ces derniers jours dans Paris. Il s'agit d'Abdelhakim Dekar, 52 ans. Il a été confondu par son ADN, selon Manuel Valls, le ministre français de l'Intérieur. Tous les faits démontrent son implication dans les fusillades. Les enquêteurs l'ont découvert dans un véhicule stationné dans un parking à Bois-Colombes, en région parisienne, dans un état comateux. Il aurait tenté de se suicidé depuis lundi. L'étau se resserrait sur cet homme qui a semé la panique dans tout Paris. Rendons-nous dans le royaume d'Ouablin où l'IAM a été célébré. La fête de l'IAM marque la nouvelle année dans ce royaume. C'est aussi un moment de communion avec les ancêtres, nous dit Kwasi Mamadou. Les nouvelles sont bonnes pour le peuple Ani d'Ouablin de Côte d'Ivoire. La moisson est abondante. C'est ce qu'annonce le tam-tam parleur. Il faut donc exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour cette grâce. Et cela, à travers une messe d'action de grâce suivie d'une procession dans les rues d'Agny-Bileko jusqu'à la cour royale. Ici, honneur est fait aux ancêtres, aux mânes et surtout aux 12 rois qui ont précédé Nana Agny-Bilé II. Ils sont en premier servis en tubercule. Chez les Agny d'Ouablin, la fête de l'Ignam marque la nouvelle année. C'est pourquoi la notabilité souhaite, à travers les rituels, l'assistance des mânes pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Autorités administratives, politiques, coutumières, jeunes, femmes ont tous répondu à l'appel de Nana Agny-Bilé II. Tout le monde est là, c'est-à-dire qu'il y a une communion et tout le monde autour du roi. Voilà, c'est vraiment une fête d'union, de réconciliation. On a fait toute notre enfance ici, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais la fête de cette année particulièrement est assez significative. Vous voyez que ce jour-là coïncide avec le jour de la paix, la journée nationale de la paix. Célébrer donc le travail bien fait, pour célébrer le rapprochement, la fraternité, la convivialité. Après les rituels, le peuple Agny d'Ouablin peut désormais consommer le tubercule.
La célébration de la fête de l'Ignam dans le royaume Agny-Guablin intervient après celle des peuples Bron et Agny-Bonda. Le royaume Guablin est situé dans la région Indéné-Guablin, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Koné et réalisé par Alain Poka et Ricardo Somone. Merci de votre fidélité.